En 1968, alors que les voies maritimes du monde bourdonnaient du commerce d'après-guerre, un entrepreneur taïwanais nommé Chang Yong-fa acheta un unique navire d'occasion et le lança sur le grand large. Il n'avait ni flotte, ni terminaux, ni pouvoir de négociation. Ce qu'il avait, c'était la conviction qu'une logistique de précision pouvait vaincre la distance elle-même. Au fil de 2 décennies, ce seul navire devint Evergreen Marine Corporation, l'une des plus grandes compagnies de transport de conteneurs au monde, avec des réseaux couvrant tous les grands ports. Puis, Evergreen Marine Corporation fonda EVI Air en 1989, qui commença à voler en juillet 1991. Au premier trimestre 2026, EVI Air a annoncé son plus haut bénéfice net du premier trimestre jamais enregistré, soit 8,2 milliards de dollars taïwanais, environ 257,7 millions de dollars américains, avec un bénéfice net en hausse de 39,4%. EVI Air n'a pas de véritable réseau en Chine continentale. La compagnie dessert plus de 60 destinations. Elle n'a pas de hub dominant alimentant ses vols long courriers. Alors, comment une compagnie aérienne parvient-elle à générer plus de revenus que l'un des plus grands acteurs de la région ? Qui est ce joueur ? Cathay Pacific, dont le hub, l'aéroport international de Hong Kong, se situe à moins de 500 km de l'aéroport international de Taipei. L'histoire de Cathay Pacific plonge ses racines profondément dans le Hong Kong colonial. Soutenue par le groupe britannique Swire, la compagnie a exploité pendant des décennies un quasi-monopole sur les voyages haut de gamme au départ de l'une des plus grandes villes commerçantes du monde. Le modèle était exemplaire. Canaliser les passagers du monde entier vers l'aéroport international de Hong Kong. Les regrouper, les redistribuer vers l'extérieur sur d'immenses gros porteurs. Mais pour remplir un Boeing 777-300ER ou un Airbus A350 sur une ligne principale, il faut des passagers issus de nombreuses origines consolidés en un seul endroit. Cathay a construit exactement cela. Grâce à l'acquisition de Dragonair, elle a verrouillé le marché de rabattement de la Chine continentale via Hong Kong, devenant la porte d'entrée incontestée du monde extérieur vers la Grande Chine. Un passager voyageant d'une ville asiatique secondaire vers Londres ne prenait pas de vol direct. Il volait jusqu'à Hong Kong, puis poursuivait sa route. Cathay le captait car il n'avait aucune alternative. Cela créait un problème existentiel pour toute compagnie taïwanaise. En raison des tensions politiques entre les deux rives du détroit, EVI Air s'est vu interdire pendant des décennies les vols directs vers la Chine continentale. Cela signifiait aucun trafic de rabattement chinois. Aucun. Le vivier le plus riche de passagers en correspondance en Asie était tout simplement inaccessible. Selon tous les critères conventionnels, EVI Air aurait dû rester un acteur de second rang permanent, exclu du rabattement qui rendait les compagnies à hub rentables. China Airlines, la plus grande rivale taïwanaise d'EVA, a accepté ces contraintes. Les compagnies du Golfe et les compagnies asiatiques comme Singapore Airlines ont transformé leur géographie et leur géopolitique en avantage, captant des voyageurs qui n'avaient d'autre choix que de faire escale quelque part. EVI n'avait pas une telle géographie à exploiter. Alors elle a construit autre chose. Puis, lors du mois de décembre 1992, EVI Air tenta une réponse partielle. La compagnie lança un service sans escale entre Taipei et Los Angeles, pénétrant directement sur le marché américain plutôt que d'acheminer le trafic via le hub d'un tiers. La stratégie était audacieuse. Plutôt que de consolider le trafic en provenance du continent, EVI Air utiliserait ce que l'aviation appelle les droits de 6e liberté modifiée, reliant les villes nord-américaines à l'Asie du Sud-Est via Taipei comme nœud de transit. Les passagers de Seattle, San Francisco et Los Angeles transiteraient par Taipei pour rejoindre Bangkok, Singapour, Manille et Ho Chi Minh Ville, à condition que le transit soit suffisamment fluide. Mais le fait est que la simple connectivité ne suffisait pas à battre un géant bien implanté comme Cathay. EVI avait besoin d'une arme qui s'adresse aux passagers réels et pas seulement à la carte. Cette même année, en 1992, EVI Air prit une décision qui allait définir sa position concurrentielle pour les 3 décennies suivantes. Elle introduisit quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs dans le monde. Une cabine entre l'économique et l'affaire, avec un espacement des sièges de 38 pouces. Le monde l'appelle aujourd'hui la Premium Economy. À l'époque, cela fut perçu comme une expérience risquée. Une catégorie intermédiaire non éprouvée pour les voyageurs qui voulaient plus que l'économique mais ne pouvaient justifier les tarifs de la classe affaires.
Cette expérience devint le segment le plus lucratif du gros porteur long courrier moderne, rapporté au pied carré. EVI Air venait d'inventer l'espace le plus rentable au pied carré dans le ciel. Mais inventer une classe de cabine n'était pas la même chose que construire toute une architecture concurrentielle autour d'elle. Cela nécessiterait des décennies d'exécution rigoureuse. Ce qu'EVI Air a construit à travers le Pacifique représente l'une des stratégies de réseau les plus délibérément à contre-courant de l'aviation moderne. Un transporteur à plateforme classique optimise une seule chose, concentrer un maximum de trafic d'apport vers un seul aéroport. Cathay Pacific a perfectionné cette approche, attirant vers Hong Kong le trafic de la Chine continentale et le trafic régional. EVI Air a fait l'inverse. La compagnie a bâti un maillage de réseau premium fluide, presque de point à point, drainant le trafic de nombreuses portes d'entrée nord-américaines pour l'acheminer directement vers l'Asie du Sud via Taipei. En répartissant le trafic sur de nombreuses paires origine-destination, EVI Air réduit sa dépendance à l'égard de tout marché unique. En réduisant cette dépendance, elle réduit le risque systémique. En réduisant le risque, elle protège ses rendements. EVI Air exploite désormais 94 vols par semaine de l'Amérique du Nord vers Taipei, drainant le trafic d'apport de Seattle, Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Houston, Toronto, Vancouver et d'autres villes du Canada et des États-Unis. Plutôt que de forcer tout le trafic dans d'énormes vagues de capacité, EVI utilise des gros porteurs au format adapté. Les Boeing 787-9 et 787-10 pour desservir efficacement cet éventail varié de paires de villes. Mais la stratégie va bien au-delà des cartes de réseau, car c'est là la partie évidente. La véritable arme, c'est la protection des rendements. La Premium Economy de 4e génération d'EVI Air, lancée en 2025 sur le 787-9, offre un pas de siège de 42 pouces, leader du secteur, dans une configuration 2-3-2. Elle a fait passer le pas d'origine de 38 pouces à 42 pouces complet. La Premium Economy occupe relativement peu d'espace au sol par rapport aux cabines affaires entièrement inclinables, tout en générant certaines des marges de revenus par pied carré les plus élevées de tout l'avion. EVI Air a inventé cette catégorie et en domine désormais l'expression la plus rentable. Le transporteur est effectivement devenu une machine transpacifique sur mesure, spécialement conçue pour le marché intermédiaire que les transporteurs à plateforme desservent insuffisamment. Mais avant que la stratégie d'EVI Air ne puisse pleinement faire ses preuves, elle avait besoin d'une validation qu'aucun transporteur taïwanais n'avait atteinte à cette échelle, la preuve que les vols premium point à point pouvaient être plus rentables que le méga hub, même dans le fret. Vu qu'EVI Air fait l'exploitation d'une fréquence élevée de vols passagers long courrier à travers le Pacifique, la capacité de fret en soute de ces vols génère d'énormes revenus supplémentaires. Lors du premier trimestre 2026, EVI Air a généré 13,2 milliards de dollars taïwanais de revenus de fret, en hausse de 4,1% sur un an. Le fret d'EVI Air n'est pas de la mode rapide ni du commerce électronique à faible marge. Ce sont des semi-conducteurs de grande valeur et d'autres marchandises en provenance de Taïwan, le cœur battant de la fabrication mondiale de puces. Ce n'étaient pas des avantages théoriques, c'étaient des résultats mesurables. Comparez cela à Cathay Pacific. Bien que très performante dans le fret, Cathay s'appuie fortement sur le commerce électronique en provenance de la Grande Baie, exposé aux fluctuations de la politique tarifaire américaine. EVI Air trône au sommet du fret le plus précieux de la planète, transporté dans les soutes de vols passagers premium. Le réseau passager et le réseau de fret à haute valeur se renforcent parfaitement l'un l'autre. Considérez les mathématiques du modèle en étoile que Cathay a perfectionné. Pour justifier un 777-300ER ou un A350 sur une ligne principale, vous devez remplir 350 à 400 sièges grâce au trafic d'apport consolidé. Cela signifie que vous dépendez du bon fonctionnement du hub, de l'arrivée des correspondances et du maintien des connexions. Chaque passager représente une chaîne de dépendance qui remonte à travers l'ensemble du réseau. Lorsque Hong Kong a fermé ses portes pendant les fermetures prolongées liées à la Covid-19, toute cette chaîne s'est brisée. Les concurrents ont comblé le vide. Cathay a passé des années à reconstruire ce que le modèle en étoile avait rendu fragile. Pour le reconquérir, Cathay a agressivement augmenté sa capacité après la pandémie. Le résultat ? Les rendements par passager ont chuté de 10,3% en 2025. La compagnie aérienne a été contrainte de consentir d'importantes remises pour remplir les sièges qu'exigeait son envergure.
Cela paraît irrationnel selon la façon dont on l'envisage. En effet, l'envergure est devenue un handicap dès l'instant où la demande a vacillé. La logique d'EVI Air est stratégique plutôt qu'opérationnelle. Voyez-vous, EVI Air ne tente pas de remplacer le modèle du méga hub. Cathay Pacific transportera toujours des millions de passagers via Hong Kong. Elle continuera de dominer la connectivité de la Grande Chine. Cathay dessert les passagers qui souhaitent une portée mondiale maximale via un seul réseau. Pas seulement les voyageurs de loisirs haut de gamme. Je parle des comptes d'entreprise, du trafic d'apport en provenance du continent, ainsi que de l'ensemble du marché intermédiaire des correspondances. Ce que fait EVI Air, c'est créer une nouvelle strate au-dessus et à côté de ce modèle. Une expérience haut de gamme, presque point à point, pour les voyageurs prêts à payer pour échanger les correspondances contre le confort et la qualité. Pour le passager qui vole de San Francisco à Singapour, EVI offre quelque chose que Cathay ne peut systématiquement pas égaler. Le positionnement haut de gamme est délibéré. En dominant le marché intermédiaire à forte marge, EVI Air se protège des guerres de prix brutales dans la classe économique standard et de la volatilité des voyages d'affaires d'entreprise. Le passager qui paye pour EVI ne paye pas seulement pour le transport. Il paye pour la fiabilité, pour le siège haut de gamme, les prestations et le service de cabine premium. Cette couche premium repose sur une architecture soigneusement conçue que la plupart des observateurs manquent totalement. Le programme Hello Kitty Jet, un partenariat avec Sanrio, transforme les extérieurs, les intérieurs, les cartes d'embarquement et même les repas des avions en expérience de marque. Cela ressemble à une nouveauté. Cela fonctionne comme un moteur marketing générant des coefficients de remplissage élevés sur les liaisons régionales asiatiques en faisant du vol lui-même une destination. Cette force régionale ne génère pas la majorité des bénéfices d'EVI. Elle établit le positionnement de la marque et le schéma d'alimentation qui soutient la lucrative opération transpacifique au-dessus d'elle. Lorsqu'EVI se présente comme le pont premium, fluide et fiable à travers le Pacifique, ce message rehausse la valeur de chaque siège qu'elle vend. La plupart des transporteurs à hub ne peuvent pas reproduire immédiatement le modèle d'EVI Air. Le positionnement géographique constitue le premier obstacle. Tout l'avantage d'EVI Air repose sur le fait que Taipei se situe au point de transit optimal entre l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud-Est, superposé à la production de semi-conducteurs de Taïwan. Cathay ne peut pas déplacer Hong Kong. La philosophie de réseau constitue un autre obstacle. Cathay a bâti son identité, l'allocation de sa flotte et l'ensemble de son modèle de revenus autour de la consolidation via Hong Kong. Défaire cela reviendrait à démanteler ce qui l'a rendu dominant. Tout l'intérêt de Hong Kong est d'être la porte d'entrée vers la Grande Chine. Cathay ne peut pas abandonner l'apport du continent et présenter cela comme une amélioration. Cet apport est son joyau. Le positionnement du fret constitue un troisième obstacle. EVI Air trône au sommet du fret aérien le plus précieux au monde, les semi-conducteurs et les serveurs d'IA. Le fret de Cathay s'appuie sur le commerce électronique, structurellement de moindre valeur et plus exposé aux chocs tarifaires. Et le produit haut de gamme lui-même a mis des décennies à se construire. EVI a inventé la classe économique premium en 1992 et l'a perfectionnée sur 4 générations. Cette expertise sur le plan institutionnel ne peut pas s'acheter, elle doit s'accumuler. La conviction que l'échelle garantit le rendement n'est plus absolue. Cathay Pacific a bâti un empire sur la consolidation de son hub. Cette consolidation devient un handicap dès l'instant où la demande faiblit et où la capacité doit être bradée pour être remplie. À mesure que des gros porteurs bien dimensionnés comme le 787 et l'A350 étendent leur autonomie et leur efficacité, davantage de liaisons directes haut de gamme deviennent viables. Les correspondances qui nécessitaient Hong Kong hier pourraient ne plus en avoir besoin demain. La course pour dominer le vol haut de gamme point à point s'accélère précisément parce que les rivaux en reconnaissent les implications concurrentielles. Un transporteur de taille moyenne ne fait pas croître son volume, c'est son influence qui le fait croître. Ce succès n'est pas allé sans ombre, et tout compte-rendu honnête se doit de les inclure. En juin 2019, plus de 2300 membres du personnel de cabine d'EVI Air, représentés par le syndicat des agents de bord de Taoyuan, ont débrayé lors de la grève la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation taïwanaise. L'action a duré 17 jours. Plus de 1200 vols ont été annulés, perturbant 300 000 passagers avec un coût d'environ 97 millions de dollars américains.
La direction d'EVI, façonnée par la culture intransigeante de sa maison mère maritime, a réagi en poursuivant le syndicat en dommages et intérêts. La bataille juridique s'est prolongée jusqu'en avril 2025, lorsque la Cour suprême de Taïwan a rejeté le dernier recours d'EVI, jugeant la grève légale. La même précision qui a bâti l'Empire a également engendré une culture d'entreprise impitoyable. Le prix d'une domination silencieuse a été payé, en partie, par ceux qui pilotaient les avions. EVI Air procède désormais à une montée en puissance agressive pour consolider son modèle. En avril 2025, la compagnie a finalisé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur 18 A350 000 et 15 A321 Neo avec des livraisons à partir du premier trimestre 2027. L'A350 000 peut parcourir jusqu'à 9 700 milles nautiques, le tout avec une consommation de carburant 25% inférieure par rapport aux appareils de la génération précédente, remplaçant à terme les 777-300 ER vieillissants. En décembre 2025, le conseil d'administration a approuvé un montant de 1,94 milliard de dollars américains pour 4 787 supplémentaires de Boeing, portant la flotte totale de 787 à 26 appareils d'ici 2033. Le réseau s'étend également. Le 26 juin 2026, EVI a lancé des vols sans escale de Taipei à Washington DC 4 fois par semaine, quelques mois après avoir inauguré des vols vers Dallas-Fort Worth en octobre 2025. Cela élargit la présence d'EVI en Amérique du Nord. La rentabilité peut être disproportionnée par rapport à la taille du réseau. EVI Air ne remplace pas le modèle de hub. Cathay Pacific ne disparaîtra certainement pas. Les grands hubs de correspondance continueront à servir la majorité des voyageurs mondiaux qui recherchent une portée maximale. Mais EVI Air crée quelque chose de nouveau. Une démonstration que, pour certains passagers premium sur certaines routes transpacifiques, l'expérience vaut la peine de payer un supplément.